en Europe ou en Amérique du Nord. Et ça, par exemple, c'est des choses qui se travaillent. Et surtout, je vous rappelle quelque chose. Quand on fait une thèse en informatique, il faut rester en informatique. Donc il faut se poser la question, c'est quel est le sujet, quel est le problème, quelle est la problématique que je dois contribuer. Et une thèse en informatique qui n'a pas de contribution en informatique, on ne considère pas ça comme étant une thèse en informatique. Vous voyez? Donc, et ça, il faut toujours voir le problème du point de vue informatique. Si c'est un sujet médical, ce n'est pas un problème. Vous avez des données médicales, vous avez des données en agriculture, vous avez pas mal de données, vous avez de la chance. Parce que les données vont vous servir à regarder d'autres problèmes que vous n'êtes pas peut-être éventuellement réfléchir. Donc les données vont servir de véhicule pour résoudre un certain nombre de problèmes en informatique. Et c'est comme ça que d'ailleurs les mathématiques et la physique, ils ont toujours été ensemble. Pourquoi? La physique pose un problème réel et les mathématiques, ils essaient de résoudre le problème et ainsi de suite. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu de métaverse. Métaverse, donc c'est un système qui est nouveau. C'est d'avenir. Vous allez tous un jour revoir, justement, j'espère, utiliser un métaverse. Et donc je vais, comme je dis, je vais juste parler un petit peu d'introduction, une architecture éventuellement et des challenges. Les vrais challenges. Et pourquoi j'insiste sur les challenges, c'est là, il faut des doctorants comme vous êtes. Demain, vous allez passer votre thèse, mais vous allez quand même peut-être éventuellement continuer à faire de la recherche et vous allez voir, il y a des challenges pour ça. Et en informatique, on améliore. On a presque rien résolu. Il y a beaucoup de challenges. Donc si par exemple, quand j'ai parlé du métaverse, ça a commencé par un jeu. D'ailleurs, le mot métaverse, il a été utilisé il y a 32 ans. Et qu'il a utilisé le premier, c'était un écrivain américain de science-fiction en 1992, où il a utilisé dans sa fiction un métaverse. Un métaverse, c'est-à-dire que c'est un monde virtuel pour lui, où il y a des acteurs, et dans son roman, si vous lisez son roman, en fait, c'est la première fois que quelqu'un a imaginé un monde où l'être humain, non seulement il a été augmenté, mais il n'y a pas de différence entre le réel et le virtuel. Et c'était un roman de science-fiction. Après, bon, on est resté, c'est-à-dire comme science-fiction. Et jusque, bon, peut-être il y a quelques années maintenant, pas trop longtemps, une vingtaine d'années, aujourd'hui, par exemple, dans les jeux, on peut voir par exemple ce genre de... Voilà, donc il y a, si vous regardez par exemple des jeux sophistiqués, pourquoi on a des jeux sophistiqués? Parce qu'on a des ordinateurs sophistiqués et du software sophistiqué. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez, si vous regardez cette scène, il y a un monde dans le ciel, il y a ceux qui jouent, il y a ceux qui... C'est un monde virtuel. Il y a des maisons, il y a tout. Et alors, si je regarde un petit peu de près, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment proche de ça? Ben, peut-être oui. Par exemple, ce que je vous montre ici, une réunion virtuelle. Une vraie réunion virtuelle. Vous allez me dire, c'est quoi ce que vous contredisez? Ah oui, une vraie réunion, mais virtuelle. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que ces trois bonhommes, ils se réunissent pour résoudre un problème réel. Hein. Ils font la réunion de travail. Mais au lieu d'être autour d'une table physiquement, elles sont dans un environnement virtuel, mais la réunion se passe comme si c'est du réel. C'est pas de la science-fiction. C'est vrai ça.
se passe. Oui. Alors, il y a par la suite, il y a toute une science derrière, il y a tout un modèle, des concepts pour justement représenter tout ça. Donc je vais y revenir. Et le monde virtuel, il a changé un petit peu, heureusement. Il a changé, il est sorti de la machine comme ça, clavier, parce qu'on a l'habitude depuis plus de 60 ans maintenant. Les claviers, c'est notre truc, l'écran, c'est ce qu'on voit. Et bien, dans ce monde virtuel, on peut avoir des entrées, sorties différentes. Par exemple, ce n'est plus une entrée-sortie clavier, mais quelque chose comme ça. Vous voyez, le monsieur et madame, ils ont quelque chose autour de la tête, mais une fois ils sont dans ce système d'écran sur les yeux, alors, donc un mélange de software, un mélange de technologie et ainsi de suite, fait que cette personne elle est rentrée dans le monde virtuel. Et le problème c'est que si on leur pose la question c'est quoi, est-ce que vous êtes dans le réel ou dans le virtuel, ils ont des mal à vous. Il y a des systèmes comme ça aujourd'hui, il y a de l'olfactif qui est très très rare, au toucher. Si par exemple dans le virtuel je touche une table, ben, j'ai l'impression de toucher une table. Alors que moi je suis dans mon écran, j'ai l'impression de toucher quelque chose, je ne touche rien. Et donc, et c'est ça ce qu'on veut construire, on veut en fait démocratiser, c'est-à-dire le rendre à monsieur tout le monde. Aujourd'hui, ce genre de système il existe, mais il existe, allez, pour être poli, il existe dans les labos. Dans les laboratoires, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent l'acheter, ça va coûter très très cher. Mais bon, mais ça existe, ça, hein. On le fait nous. Ben, et comment on fait? On fait ça. On va créer un avatar et puis avec un petit software qui est connecté par exemple à un système Zoom d'aujourd'hui. Voilà, donc en fait les communications, ça c'est réalisable et c'est déjà réalisé, donc ça existe. Alors maintenant, si on va faire, comme je vous le dis tout le temps, quand on a ce genre de système, il faut commencer toujours la méthode de base, rigoureuse, simple, alors définir les termes. Il faut définir toutes les choses dont vous avez besoin pour y progresser. Donc si je regarde, c'est quoi un métaverse? Donc si je dois donner une définition de métaverse, c'est ça. Donc je vous donne la définition suivante. C'est fully immersive, hyper spatial temporal and self-sustaining virtual shared space, blending the physical, human and digital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette définition? Cette définition, en fait, il dit que c'est un système qui nous permet d'être complètement engagé dans un système qui est à la fois réel, virtuel et digital. Vous allez me dire, le virtuel c'est déjà digital, non? Le virtuel, ça ne veut pas dire digital. Oui. Donc le digital, ça va nous permettre de le manipuler de manière digitale, etc. Parce qu'on récolte des données, etc. Parce que quand on dit digital, ça veut dire qu'on pense aux données. Okay? Et quand on dit virtuel, c'est-à-dire qu'il y a l'absence du réel, même si le système, il est là. Par exemple, je vous donne un système virtuel qui n'est pas digital, un simulateur. Un simulateur, c'est un système virtuel. Je simule quelque chose, par exemple, je vais simuler par exemple le fonctionnement d'une turbine, le fonctionnement par exemple, le cours d'un fleuve. Je peux le simuler. Mais ça ne va pas être ça, parce qu'il y a des équations mathématiques, etc. Je m'intéresse au système, c'est-à-dire de représenter le fleuve, et je regarde comment il influe, par exemple, je rajoute de l'eau, etc. C'est des équations mathématiques, et ça c'est un simulateur, et c'est très bien. Digital, ça veut dire que je manipule, je n'ai pas d'équations mathématiques derrière, mais j'ai des données.
Vous voyez? Et quand on parle aujourd'hui du système de monde digital, on pense aussi aux données et à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les machines learning, etc. Donc ici, donc on a fait c'est-à-dire le shared space. Quand on dit shared space blending, c'est-à-dire que c'est un espace partagé où le réel, le virtuel et le digital sont tous là-dedans. Ok? Ça, c'est le système de demain. Moi, je dis demain, c'est pas 40 ans, c'est pas 60 ans, c'est vraiment très proche. Parce qu'on a des systèmes déjà qui sont presque à la réalité, je dirais, d'un système métaverse. Vous avez entendu parler de Facebook qui veut faire un métaverse, non? D'ailleurs, même ils ont changé le nom de la compagnie à Meta pour justement se préparer. Alors aujourd'hui, les grosses compagnies qui ont énormément d'argent, les genre Facebook, Google, Microsoft, Apple, etc., elles sont tous engagées pour faire des métaverses. On va regarder pourquoi. Parce qu'on a besoin de vous, les informaticiens. Donc, ce que je regarde, et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur, dans un métaverse, et il va vivre dans n'importe quel monde, que ce soit réel et virtuel aussi. Alors vous allez me dire, si je vous pose la question, juste pour voir, imaginez que vous avez un système, un monde virtuel. Quel serait par exemple le bénéfice pour vous? Est-ce que vous avez un bénéfice à utiliser un système, enfin un monde virtuel? Vous allez visiter Paris tout en étant en Algérie. Pourquoi pas? Visiter Paris en 1930. Ah, je peux visiter Paris en 1930. Je peux voir le monde des dinosaures, et je rentre dedans, je regarde bien, et puis j'entends le bruit, et ainsi de suite. Un monde virtuel, réel, en gros. Ou alors, par exemple, jouer une partie de football, tout en ayant une jambe cassée. Hein? Et voilà. Donc ça rajoute des choses pour nous, des expériences. Et donc, qui dit des expériences, d'idées, des connaissances. Donc alors maintenant, pour un autre volet complètement plus utile, par exemple, c'est la médecine. C'est la médecine. On peut, par exemple, regarder, se projeter dans un monde où il y a des virus, et regarder un petit peu comment le monde digital, quel est le reflet de ce monde-là envers nous, et éventuellement est-ce qu'on peut vivre, etc. Au lieu, par exemple, de faire ce qu'on a fait sur le Covid, on avait un système comme ça, on l'aurait testé, on aurait pris la décision tout de suite. Ou alors on peut traiter des maladies. Donc c'est un paradigme justement qui est ce qu'on appelle aujourd'hui the next generation of Internet. Il y a quelque chose peut-être en Algérie, on a l'Internet qui marche. Hein? Aïe, comme on dit. Hein? Mais si on va en Europe, l'Amérique du Nord, etc., si vous voulez télécharger un film d'un Tera ou de 900 gigas, machin, comme ça, il est arrivé. Donc, les réseaux sont hyper rapides. Donc ils sont arrivés à un moment donné où les réseaux sont très très rapides et sont très rapides. Par exemple, je peux télécharger avec mon téléphone Néo là-bas un gigabit facile. Je peux regarder tout ce que je veux, il n'y a aucune interruption dans le téléphone, etc. Donc c'est la 5G, il y a la 6G qui va arriver. Après, par la suite, on a regardé qu'est-ce qui va contenir dans la 7G ou la 8G. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc eux, ils ne pensent pas à fabriquer quelque chose s'il n'a pas d'utilité. Si par exemple j'ai la 6G qui me donne tout, pourquoi je vais faire la 7G? Mais il y a le métaverse.
Si j'ai le métavers, c'est-à-dire que j'ai quelque chose sur les yeux et je me balade dans la rue. Voilà, je peux le faire. Donc je vois tout ce qui est spatial, donc spatio-temporel, etc., avec des images, avec des... Et il y a même ces appareils-là, ils peuvent éventuellement être demain sophistiqués de façon à ce que, par exemple, si vous allez dans un marché et que vous sentez des oranges, vous allez avoir la sensation de sentir des oranges. Parce que l'appareil va avoir l'odeur elle-même dedans. Par la suite, c'est comme les capsules du café. Hein. Après, vous allez remplacer, et puis voilà. Vous avez l'impression que je parle dans la fiction, mais non, c'est faux. Ça va y aller. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un monde, et c'est pour ça qu'on justifie the next generation, la génération future de l'Internet. Parce que pour que je puisse me balader dans les rues, etc., quand même, je suis Internet. Internet, quand même, il doit être là. C'est-à-dire la communication réseau et aussi la couche software qui me permet que mon téléphone ou mes lunettes, peu importe, puisse communiquer. Vous voyez? Donc l'Internet va disparaître, au contraire, on va l'enrichir. Mais on va l'enrichir pour faire quoi? Et bien c'est ça. Vous voyez? Alors maintenant, si je vous donne des exemples, je suis sûr que vous avez envie de voir des exemples. Eh bien, on a des exemples. Hein. On a par exemple Fortnite qui joue. Vous avez des. Vous jouez? Vous avez des joueurs au Fortnite? C'est gratuit. Hein. Je ne vous incite pas à jouer, mais c'est gratuit parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Hein, de ne rien faire. Eh bien, quand par exemple vous jouez au Fortnite, vous avez des scènes virtuelles mais incroyables. Mais c'est surtout si vous avez un bon matériel, un joueur professionnel, vous avez des scènes incroyables. Vous pouvez faire votre avatar de façon à ce qu'il soit le plus beau, le plus costaud, le plus rapide, tout ce que vous voulez. Hein? D'accord? Mais moi alors, il y a ceux qui sont maintenant en grande évolution, il y a Decentraland. Decentraland, c'est un métaverse qui se développe à une vitesse grand V. Récemment, il y a une compagnie qui a acheté du terrain virtuel pour 2 millions de dollars. Du terrain virtuel. Il n'aurait pas imaginé. Ben, c'est du terrain, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le Decentraland, c'est comme une île, il y a des espaces, etc. Et ben, la compagnie, là, elle a acheté pour 2 millions de dollars. Donc ça, c'est pour... Il m'appartient. Hein? Elle a acheté quoi? Du terrain. C'est virtuel. On paye le non réel. Chez qui? Hein? De qui? D'un joueur ou des owners? Ben, le Decentralize, il appartient à une compagnie. Elle a développé. Hein? On est d'accord? Voilà. Et cette compagnie, une autre compagnie, il a acheté du terrain virtuel à cette compagnie-là. Virtuel. Et vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Mais l'argent, c'est virtuel. Non? C'est du réel. C'est du dollar. Pour faire de la pub. Ben non. Elle m'appartient. Non, mais genre. Donc ça veut dire que quand les utilisateurs y rentrent, tel château, pas, non, je peux le vendre. Acheter un site web, c'est ça? Non, des terrains virtuels, un amphi virtuel. Eh bien cet amphi-là, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il m'appartient. Donc, le Decentralized. Alors je vais vous rajouter encore un truc qui est qui va de haut. Alors, je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous avez entendu parler de Second Life? Il n'y a personne. Hein? Second Life. C'est un jeu. Non. C'est un métaverse. Un monde virtuel. Alors, dans Second Life,
il y avait des gouvernements qui ont ouvert des ambassades. Alors là, elle ne va pas me croire. Là, si vous allez dans Second Life, vous pouvez visiter l'ambassade de la Suède. C'est pas du Majid Mosré, hein. C'est une ambassade. Vous allez rentrer dans l'ambassade virtuellement, vous allez demander des papiers, vous les remplissez, etc. Il n'y a aucun problème. C'est important d'avoir ça en Algérie. Après, ça c'est la première. Ça c'est la première qui a ouvert une ambassade virtuelle dans Second Life. Mais il y a d'autres. La Suisse, la Norvège, il n'y a pas que la Suède. Donc tout ce qu'on ne vous donne pas aujourd'hui en virtuel, c'est lorsque vous allez faire la demande. Supposons par exemple, je vais aller en Suède, je suis algérien, hein, j'ai pas de... Donc je dois demander un visa. J'arrive, monsieur, et je vais être reçu. Okay. Voilà, vous allez remplir les papiers, etc. Bien, monsieur, vous êtes réglo, etc. Et vous allez vous faire un tampon. Il n'y a que le tampon qui manque. Vous allez le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore régularisé. On n'est pas encore arrivé à cet état, mais il va arriver. Oui. C'est-à-dire que votre passeport, il va avoir un tampon de la Suède. Enfin, quand je dis un tampon virtuel, vous allez à l'aéroport. Vous allez votre visa il va être visualisé. Et, vous voyez? Alors donc, bon, pour Fortnite, vous avez un écran comme ça. Bon, il y a pas... Alors maintenant, je vais vous faire une petite vidéo de... Ça marche pas? Ah, je ne suis pas connecté sur Internet. Si je suis connecté, vous allez voir par exemple, il s'appelle Monster Factory, il bouge, il pose des questions, c'est un avatar. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette technologie? Parce que pour nous, c'est une technologie informatisée. Donc, alors, chaque être humain, vous êtes, par exemple, si vous participez dans Second Life, si vous rentrez dans vous allez avoir un avatar que vous allez choisir. Hein. Un beau hijab, peut-être costaud, ce que vous voulez. Une barbe, tout ce que vous voulez. Vous faites votre avatar. Vous choisissez votre avatar. Puis bon, vous circulez. Vous pouvez faire des amis. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, en virtuel. Vous allez faire la connaissance de cette personne. Ah ben tiens, vous se connaissez. Peut-être qu'on va se rencontrer en virtuel. Vous voyez? Et voilà, donc vous allez vous faire des amis, vous allez vous faire pas mal de choses. Hein. C'est hyper intéressant. Et ça, j'ai pas Internet ici, j'ai oublié de demander à monsieur de faire. Sinon, je vous ai refait un petit jeu. Bon, donc vous allez rentrer, vous allez par exemple aller à la banque, retirer de l'argent, acheter un billet d'avion et ainsi de suite. Acheter une maison. Vous voyez? Et tout ça, et éventuellement, ce qui est intéressant, vous pouvez vous soigner. Ça. Ah non. Hein? Se soigner. Se soigner. En virtuel. En virtuel. Si Comment on ça? est malade, on virtuel. Si vous êtes malade réellement, vous pouvez vous soigner en virtuel. Comment extraire une dent? Hein? Avec un robot. Ah, ça, par la suite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le système, il a des entrées-sorties. Alors pour les entrées, par exemple, vous avez votre casque. Alors pour, par exemple, extraire une dent, vous allez avoir un cabinet où il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous allez rentrer, vous allez être reçu, ouvrez la bouche madame, etc. On vous enlève. Mais parce que vous avez déjà été payé en virtuel, etc. Tout est fait. Vous êtes malade, le docteur en virtuel, il va connaître beaucoup plus votre état de santé que votre médecin de famille. Vous voyez? Alors, je vais revenir maintenant à l'état informatique de la chose, hein, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Vous voyez par exemple ici,
Vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Et voilà, j'ai oublié, dans Second Life, vous pouvez visiter le musée du Louvre de Paris. Gratuitement. Alors que si vous allez payer, vous allez payer. Vous allez visiter la dernière exposition des tableaux du musée du Louvre. Vous rentrez, vous regardez, vous zoomez, vous lisez toute l'histoire de chaque tableau, de chaque œuvre, etc. Et vous êtes chez vous sur un canapé. C'est bien. Très intéressant. Oui. Et vous pouvez faire un tour en ville sans bouger d'un doigt. C'est bien. Alors maintenant, on va revenir à l'informatique de la chose. Hein? Je vais vous sortir un petit peu du monde virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce genre de modèle? Ce genre de système. Alors, la première des choses, c'est qu'on a besoin des digital twins. Vous avez entendu parler de digital twin? Comme par hasard, j'ai jamais vu un sujet de télé qui parle de digital twin. Hein? Ici? Ah, à l'étranger, ça je sais. Moi aussi j'en ai. Mais il n'y a personne qui propose des sujets en digital twin à... Oui. Vraiment. Digital twin, c'est une technologie hyper intéressante. C'est une technologie hyper intéressante et, et en plus, il utilise de l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais bien voir de nouveaux sujets la prochaine fois quand je viendrai. J'aimerais bien voir à peu près des sujets qui parlent de digital twin. Et bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine. Nous, on est en train de faire un digital twin en agriculture. Mais il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur, par exemple, en médecine, il y a énormément de choses. On peut faire, par exemple, le digital twin même pour l'environnement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est une technologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Produce a mirror image of the real world. C'est-à-dire que quand j'ai dit je suis en train de construire un digital en agriculture, je représente le monde réel de l'agriculture sur la machine. C'est-à-dire que si je veux faire, par exemple, si je veux faire du blé à Amizoul, on m'a donné une parcelle, avant même de semer une graine, je vais le mettre dans mon digital twin. Alors, combien de graines? Ils vont me dire combien de graines, combien d'eau il me faut, combien d'engrais il me faut, combien d'êtres humains pour, par exemple, tout. Et combien d'argent à la fin je vais gagner. Et quand est-ce qu'il faut faire, par exemple, l'opération d'irrigation? Tout. C'est ça ce qu'on veut. Alors, on peut voir ça en une demi-heure. Parce qu'il va vous générer le film de vos blés qui va grandir, qui va être... quand est-ce qu'il faut arroser, etc. Après, par la suite, il va vous rappeler les opérations à faire sur le monde réel. Donc, en fait, je n'ai pas besoin même demain d'un expert en agriculture tout le temps. Je peux le faire, si j'ai du terrain. Oui, donc, par exemple, mais on peut faire un digital twin presque dans tous les domaines, par exemple, surtout dans le domaine industriel. On a besoin de cette technologie. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? La réalité virtuelle, vous avez entendu parler? Voilà, c'est des sujets en fait que j'ai très peu entendus ici, ou presque pas. Réalité virtuelle, il y a quelqu'un qui travaille sur la réalité virtuelle? Réalité virtuelle, puis augmented reality. La réalité augmentée. Voilà, c'est des sujets hyper intéressants, il y a beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'à l'étranger on a tout fait. Hein. On travaille, mais il y a beaucoup de problèmes. Et je pense que les problèmes de fond, avec de très bons étudiants ici, on peut faire énormément de choses. Vous voyez? Bon, ça c'est un autre sujet. Il faut par exemple provide immersive 3D experience. Alors, autre chose, je pense ici, surtout je pense que c'est l'université de Bienne, on a travaillé beaucoup sur les réseaux. Mais ce n'est pas une question de protocole, en fait,